Vous utilisez le stochastique, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de ses résultats. On va faire le point dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de lundi, la préparation de la séance de mardi, le suivi de mon trade, quelques plans de trade. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui avec une progression, encore une progression de 0,28%. Alors, ce n'est pas une progression qui défie la pesanteur, loin s'en faut, mais c'est une séance de hausse quand même qui nous permet de venir reboucher partiellement le gap des 6286-6293. C'est pas mal. Peut mieux faire, mais c'est pas mal parce qu'il faut absolument le reboucher ce gap. Autrement, resterait ouverte la possibilité qu'il s'agisse d'un gap de rupture, c'est-à-dire qu'après une période de hausse, on aurait une fin de période de hausse avec la possibilité d'avoir une latéralisation ou une baisse. Mais si on rebouchait donc ce gap, il s'agirait donc d'un gap commun qui ouvrirait surtout la voie statistiquement à une probabilité forte de latéralisation, ce qui est quand même un peu plus sympathique pour les haussiers. Et comme on le voit, hein, on a réussi à partiellement combler ce gap, mais pas complètement. Le suspense reste donc entier. Il faudrait également le combler afin de pouvoir éventuellement casser la résistance journalière, qui est une condition sine qua non avant d'envisager une nouvelle impulsion haussière. Pour l'instant, on est un petit peu dans la nasse, confiné par la résistance journalière des 6297 et par ce gap qui est défendu par le baissier, est-il nécessaire de le rappeler? Alors, nous avons également la possibilité de faire le point sur les chandeliers japonais maintenant, mais qui ont tendance à envoyer des signaux extrêmement contradictoires, ce qui est en creux un signe que l'on prépare une latéralisation. Vous remarquerez avec l'expérience que lorsque les chandeliers japonais perdent de leur acuité, cela va de pair avec une période de latéralisation. Pas toujours, mais souvent. Et regardez ce qui se passe. On a eu un ramier haussier qui a été suivi donc par une bougie verte, ce qui formait un 3 inside up, mais derrière on n'est pas monté. Bien au contraire, on a fait une bougie rouge, une bougie de baisse et une bougie surtout de harami baissier qui aurait dû, selon la signification de son nom, même si on a vu que c'était pas tout à fait, c'était pas aussi simple, entraîner une période de baisse et c'est bien une hausse à laquelle on assiste aujourd'hui avec un avalement haussier bougie rouge dont le corps est avalé par le corps vert suivant. C'est un signal de hausse. Donc cela fait quand même deux contre-pieds en deux séances. Il faut se méfier de la possibilité d'avoir à gérer encore une fois une latéralisation, ce qui serait encore une fois congruent avec l'idée d'un gap commun qui serait comblé et qui annoncerait donc la latéralisation. Donc il semble encore une fois que les signaux soient convergents vers une période de latéralisation à suivre. On verra que c'est pas le seul élément. Alors quand on regarde justement les bougies Aiki Nashi, là aussi regardez, c'est la deuxième bougie verte avec mèche haute et mèche basse. C'est-à-dire que lorsqu'on a des bougies vertes grandes sans mèche basse avec une petite mèche haute comme ça, c'est un signal de pression haussière. Quand des mèches commencent à apparaître de part et d'autre, c'est au contraire des périodes de doute, de latéralisation, de consolidation, d'hésitation, hein, qui sont généralement à l'œuvre. Donc un élément de plus qui milite pour une pause. Mais encore une fois, il faut contextualiser tout. Et lorsque vous voyez que depuis, regardez ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Ok, donc c'était normalement en janvier et on était à peu près ici. Et voilà, je vais faire les choses bien, on était sur cette bougie à peu près. Et quand vous regardez le chemin qui a été parcouru depuis le 1er janvier, eh bien on en est déjà à 12%. 12%, il faut comprendre que c'est 50% de plus que la moyenne de progression annuelle des indices. Autrement dit, il y a beaucoup de gérants de fonds, beaucoup d'institutionnels qui ont déjà rempli leur objectif et ne se laisseront pas forcément séduire par des nouvelles, des statistiques de seconde catégorie. Au contraire, ils auront peut-être plus tendance à vouloir geler déjà en avril une bonne partie de leur performance, puisqu'elle a déjà été, encore une fois, réalisée en l'espace de 4 mois. Donc il faut garder vraiment ça à l'esprit. Par contre, ce qui est tout à fait envisageable, c'est que les institutionnels se délestent un petit peu pour remonter dans le train et
ajouter de la performance à la performance. Mais en tout cas, voilà, quand on est à 12% au mois d'avril, on se dit que les professionnels de la finance n'ont pas forcément envie de tout risquer de perdre alors qu'ils ont déjà fait leur objectif annuel, hein. On revient donc aux éléments maintenant purement techniques et regardez la moyenne mobile à 7 jours. Elle est pour l'instant toujours ascendante et vous avez les cours qui sont toujours au-dessus. Donc la tendance immédiate, la tendance court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est également ascendante, on est au-dessus. Donc la tendance générale est haussière. Moyenne mobile à 50 jours ascendante, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Et pour terminer, les bandes de Bollinger commencent à singulièrement se refermer et à réduire la distance entre elles. Ça aussi, hein, c'est un signe de fin de tendance fin de tendance haussière, pardon. Il faut se méfier de ça. Et puis surtout, quand la Bollinger supérieure plonge sur les cours, comme elle est en train de le faire maintenant, elle joue un rôle de résistance dynamique pour un peu que la rencontre avec la Bollinger supérieure se fasse lorsque celle-ci sera dans la zone de résistance journalière. On aura comme un faisceau d'éléments assez compliqués à passer. Donc s'il faut passer, il faut passer vite et maintenant pour le CAC 40. Regardez les autres éléments techniques. En fait, les autres éléments techniques se résument à beaucoup de choses. On va surtout focaliser sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le stochastique et les volumes. Alors, voilà ce que nous disent les volumes. C'est que depuis 4 séances, finalement, et mine de rien, depuis que le rebond technique est en cours suite à la baisse à laquelle on a assisté sur le 20 avril, eh bien, on voit que les volumes n'ont pas du tout continué d'augmenter en même temps que les cours. Au contraire, on voit qu'il y a un affaissement des volumes, ce qui tend à discréditer ce qui se passe en fait depuis 4 séances, à savoir le rebond technique. Donc méfiance. Notez également que, et j'ai oublié de lire, lorsqu'on a une grande bougie rouge comme ça, qui n'est pas un marubozu, mais qui est presque un marubozu, pour que ce soit un marubozu, il faudrait une absence de messe haute et une absence de messe basse sur une longue bougie rouge. Eh bien, la naissance du marubozu constitue en fait très souvent une résistance. Et voilà, on bute sur cette résistance subtile qui est le haut du marubozu. Je reviens à mes moutons. La deuxième chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le stochastique. Et le stochastique qui délivre un signal haussier, qui est celui que l'on passe au-dessus de son signal. Alors là, je fais écho à beaucoup de, comment dirais-je, de suspicions par rapport au stochastique. Et je ne vais pas vous dire le contraire. Le stochastique, je l'utilise à titre personnellement, mais beaucoup de traders finissent par s'en séparer car les faux signaux sont nombreux et parce que le signal haussier donné par le croisement stochastique-signal est très variable dans son amplitude et dans sa force. Et c'est tout à fait vrai. Mais il faut encore savoir utiliser correctement le stochastique et il faut savoir surtout ce qu'on cherche quand on utilise un indicateur aussi nerveux que le stochastique ou le MACD0 ou le CCI ou d'autres encore. Et ce qu'on va backtester aujourd'hui va aller dans ce sens. Attention, backtest du jour. Alors, le backtest du jour va consister à regarder ce qui se passe quand le stochastique passe au-dessus de son signal. Et ce que j'ai voulu mesurer avec vous, c'est est-ce qu'il y a plus de chances pour que l'on repasse en dessous des plus bas de la bougie qui a donné le signal du stochastique, ici donc moins 0,55% ou 6275,52, ou est-ce qu'il est plus probable qu'on fasse le même parcours mais au-dessus, clairement plus 0,55%. Donc, ok, là, ce que je vérifie, c'est la qualité du stochastique en tant que signal de court terme. Ok, donc je ne regarde pas ce qui se passe dans une semaine, je ne regarde pas ce qui se passe dans 3 séances, je regarde ce qui se passe la séance suivante parce que le stochastique est super nerveux. Et c'est parti, je vous rappelle que ces backtests n'ont aucune légitimité scientifique car je fais le test sur 30 bougies, ce qui est largement insuffisant pour avoir une quelconque fiabilité statistique. Je fais juste ça pour partager ma méthode avec vous et que vous travailliez sur des probas, sur des stats et pas sur des incantations ou des émotions. C'est parti. Je vous rappelle que c'est valable également pour tous les actions, les devises, les cryptos, à condition quand même de backtester avant parce que ce qui est vrai en général n'est pas vrai pour tout. C'est parti, premier signal délivré sur cette bougie. Est-ce que la distance, qu'est-ce qui a été d'abord parcouru, pardon? Est-ce que c'est moins 0,77 pour aller chercher le bas de la bougie d'impulsion par rapport à la clôture ou plus 0,77? On voit que c'est d'abord beaucoup plus, on a même fait au mieux 3,79. Mais l'idée effectivement c'est qu'on a d'abord atteint l'objectif à la hausse davantage que le stop loss, donc c'est un succès. Voilà un autre succès ici.
Le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 0,50 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 0,50? Et vous voyez, on a fait beaucoup plus que 0,50, on a même fait 2,77 au mieux. Et voilà notre premier échec. Le signal a été donné sur cette bougie. A-t-on d'abord fait moins 0,71 ou plus 0,71? Et là, c'est perdu puisqu'on a d'abord fait moins 0,71. On a même fait au pire moins 1,28. Pareil pour cette bougie. Donc voilà, maintenant on va dérouler. C'est un backtest assez simple à comprendre. Donc ça fait 2 succès, 3 échecs, 1, 2, 3, 4, 5 succès, un échec. Alors il y a des séquences dont j'ai pas pris, dont j'ai pas tenu compte. Non, par contre, mais c'est pas le cas de ce que je veux vous montrer ici. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que il y a de la place pour l'optimisation dans mon backtest, puisque comme vous voyez ici, par exemple, on a vraiment touché à très peu de choses près. Il fallait pas faire moins 1,08, on a fait moins 1,12, autrement dit, rien du tout avant de repartir. Donc si vous voulez optimiser ça, il y a forcément moyen, soit en changeant l'objectif, soit en changeant le stop loss. Là, pareil, c'est un succès. Ça s'est joué vraiment à très peu de choses, mais c'est un succès pour le coup parce que on a eu le signal qui a été donné sur cette bougie ici. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 0,3 ou plus 0,3? On a ouvert à 0,33, donc c'est réussi, même si ça se joue sur l'épaisseur du trait. Alors évidemment, j'anticipe la question que me poseront certains qui débutent. On ne peut pas gagner sa vie avec plus 0,3. Non, c'est faux en fait, on peut complètement. L'idée c'est d'adapter le capital au stop loss, c'est-à-dire vous gagnez pas 0,3, vous d'abord établissez d'abord le stop loss et si votre stop loss il est à moins 0,3, ça vous permet d'augmenter votre mise entre guillemets et de tirer parti d'un plus 0,3 comme si c'était un moins 2 ou un moins 3. Un échec, un succès, un échec. Là, je n'ai pas tenu compte de cette configuration-là parce que on a terminé sur le plus bas le jour du signal et donc ça veut dire 0% d'écart, donc on peut pas savoir, on pouvait pas trader ça. Un succès, un autre succès, un troisième succès, un quatrième succès, un échec, un succès, deux échecs. Encore un succès. Celui-là, j'en ai pas tenu compte. Il y en a deux ou trois dont je n'ai pas tenu compte ainsi parce qu'en fait, on peut pas savoir si c'est gagnant ou c'est pas gagnant pour l'instant dans l'état actuel des choses puisque le signal a été donné sur cette bougie. La distance au plus bas, elle est de moins 0,40 et on ne peut pas savoir en fait si on est d'abord allé faire 0,40 ou moins 0,40. Donc, j'en ai pas tenu compte. Il faudra aller chercher dans les données intraday. Un succès, deux échecs, là pareil, on peut pas vraiment savoir si ça a été touché ou pas, le stop loss en premier, un autre échec, et ça y est, on arrive à la statistique suivante. Sur 30 occurrences, on a 18 succès et 12 échecs, donc 60% de réussite pour ce backtest. Donc, ce que ça montre, c'est qu'on ne peut absolument pas dire que ça ne fonctionne pas. Il faut simplement adapter la stratégie, qui est en fait pas mal comme un outil de pré-scalping. Il faut également savoir que ça serait bien d'optimiser un petit peu parce qu'on a vu qu'il fallait pas grand chose pour singulièrement améliorer le profit factor. Il y a également, faut pas perdre de vue non plus que 60%, ça a l'air de rien comme ça, mais les casinos fonctionnent généralement avec des jeux qui tournent comme avec la roulette à 52-53% d'avantage pour la banque. Donc 60% c'est pas mal du tout. Et en tout cas, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû lundi soir spéculer à la hausse en pariant que l'on fera 0,55% avant de faire moins 0,55%? Non, on ne peut pas faire ça parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous entrez, vous savez à quel moment on sort, à quel moment vous prenez vos profits, votre perte, il faut que vous backtestiez vous-même. Mais en tout cas, je pense qu'il y a matière pour vous à contextualiser votre utilisation du stochastique et avant de l'utiliser comme un bourrin dans n'importe quel sens et avec n'importe quelle conclusion à la clé. On termine avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku est toujours aussi bien orienté, encore que, c'est-à-dire qu'on est bien au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, mais en fait ça monte de moins en moins et ça s'aplatit, la Tenkan s'aplatit, la Kijun s'aplatit, la SSA s'aplatit, la SSB s'aplatit, donc attention
au ralentissement de la pression haussière hein, qui risque de déboucher sur une latéralisation. Et bon, on n'y est pas encore, ballottage favorable haussier, mais il faut être conscient de ce coup de mou. On termine avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous êtes haussier, vous avez bien sûr la possibilité d'acheter, c'est normal, mais si vous voulez acheter, votre problème, c'est, on le sait très bien, que vous avez une résistance juste au-dessus de vous. Et c'est dangereux d'acheter au contact d'une résistance, hein, puisque finalement, vous risquez d'avoir un tir de barrage des 0,35. Si vous mettez un stop à 0,35 pour avoir un ratio gain-risque qui est de 1 pour 1, il ne correspond à rien ce stop loss. Hein. Par contre, vous pouvez éventuellement tenter ce qu'on a backtesté. Mais il faut savoir que vous avez, si mon backtest était vrai, était bon et il n'est pas bon, 60% de taux de réussite, ça veut dire que vous avez de fortes chances d'échouer. Il faut se dire que 60% de taux d'échec, ça veut dire que vous pouvez facilement avoir 5, 6, 7 trades perdants d'affilée avant d'arriver à la moyenne historique qui est sur 100 trades. Donc si vous êtes débutant, vous risquez d'être vite frustré, même si statistiquement, c'est des choses sur lesquelles les traders expérimentés peuvent tout à fait capitaliser. Moi, j'ai des backtests qui fonctionnent dans 60% des cas, hein, très souvent. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, vous avez un très bon ratio gain-risque. Si vous mettez votre stop loss au-dessus du support de la résistance journalière, même assez large à 1,3% pour prévoir un petit excès. Si vous visez le support hebdomadaire ici, on est à 2,7%, vous avez un ratio gain-risque excellent pour spéculer à la baisse. Le problème, c'est que vous n'avez pas vraiment de backtest qui vous disent que ça va baisser aujourd'hui, même si je vous rappelle qu'on a un paquet de backtests qui montrent que normalement ça doit baisser. C'est pour ça qu'à titre personnel, je suis short, hein, notamment le SAR, le Super Trend, le 3-line break, etc. Donc vous n'êtes pas contre les statistiques si vous spéculez à la baisse maintenant. Alors, ce qui nous amène donc, mon backtest, mon trade du jour est toujours le même, hein, vous le savez, hein, je suis en position short, j'ai rentré une demi-position, je rentrerai ma deuxième demi-position si on va dans la résistance journalière, et mon objectif, il est d'aller chercher le support hebdomadaire ou support journalier, je ne me rappelle plus. Enfin bon, j'y reviendrai, mais je suis en demi-position short pour l'instant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo d'analyse technique de moyen terme. Ne jamais perdre de vue où vont les marchés à moyen terme. Également l'analyse technique de l'or. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.